Nos entrepreneurs ont du talent. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Julien Bénard. Bonjour Julien. Bonjour. Alors, dis-moi Julien, tu es agriculteur, c'est comme ça qu'on dit ? Alors oui, c'est comme ça qu'on dit, j'ai plusieurs casquettes. Je suis président fondateur de la société Terra Médis qui a été créée en 2022. Je suis aussi agriculteur et j'ai une activité salariée. Donc j'ai 3 casquettes dont 2 d'entrepreneurs autour du chanvre. Quelles étaient les activités que vous aviez dans l'exploitation avant cette idée du chanvre ? Alors l'exploitation s'appelle la ferme de la Barre. Elle est située sur la commune de Théier dans le Nord Sarthe. Et ma famille, la famille Bénard, est installée sur cette ferme depuis 1923. C'est mon arrière-grand-père, après la Première Guerre mondiale, qui s'est installé sur cette ferme. Et 1923, c'était l'âge d'or du chanvre en Sarthe. Donc c'est une ferme qui a connu depuis longtemps la culture du chanvre. Donc en fait, tu es en train de me dire que le chanvre dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui existait déjà il y a un siècle. C'est pas du tout une nouveauté, effectivement. Le chanvre était une filière très présente en France, puisqu'elle a accompagné l'essor de la marine à voile. Il faut savoir qu'il fallait 80 tonnes de chanvre pour équiper un navire à voile. Entre les cordages, le calfatage des coques et les voiles, 80 tonnes de chanvre. Donc on en trouvait partout, et particulièrement en Sarthe, où pendant environ un siècle, entre 1850 et la Deuxième Guerre mondiale, la Sarthe était le premier producteur national de chanvre. Donc c'est une culture pour la construction des bateaux ? Alors, pour la construction des anciens bateaux avant l'arrivée de la machine à vapeur. Donc ça a beaucoup servi à la marine à voile, puis l'arrivée des moteurs a achevé la filière chanvre, malheureusement. Alors quelle est l'histoire de ce produit du chanvre ? Alors l'histoire, l'histoire du chanvre, elle est très proche de celle de l'homme depuis le Mésolithique, c'est-à-dire la période où le chasseur-cueilleur, qui était nomade, s'est sédentarisé et a commencé à élever des animaux et cultiver des plantes. Le chanvre a été l'une des premières plantes cultivées avec le blé et le maïs. D'abord, sa graine très nourrissante permettait un apport en énergie et en protéines assez conséquent. Puis ensuite, il y a eu d'autres types d'usages, des usages domestiques pour la fabrication d'étoffes, de vêtements, de chaussures, de linge de maison, puis des usages rituels. Plutôt, donc là, à partir de fleurs de chanvre, pour on va pas dire des vertus, mais ses effets narcotiques. D'accord. Tu parlais de tissage, en fait, comme le coton, comme le lin, le chanvre était une fibre que l'on a pu tisser pour faire des étoffes, pour faire du tissu. Oui, exactement, sauf que c'est une culture qui est beaucoup moins gourmande en eau et qui offre une fibre beaucoup plus résistante et durable que le coton. Est-ce qu'il existe plein de variétés de chanvre ou est-ce qu'il y en a très très peu ? Il y a beaucoup de variétés de chanvre, mais il y a 3 grandes familles. On a le cannabis sativa, donc on parle de cannabis, chanvre. En fait, chanvre, c'est la traduction française du mot latin cannabis. Cannabis, c'est le mot latin pour désigner le chanvre. C'est le mot latin pour désigner le chanvre. L'appellation scientifique de la plante de chanvre, quand nous, agriculteurs, on achète de semences, sur l'étiquette, c'est bien marqué cannabis sativa. Mais on appelle en France le cannabis à des fins industrielles ou agricoles. On l'appelle chanvre parce que le mot cannabis est connoté et renvoie dans notre culture à des usages récréatifs qui sont prohibés ou des usages médicaux qui sont très peu encore développés.
J'ai entendu dire qu'il y avait eu à l'hôpital du Mans justement un essai qui avait été fait avec la consommation de cannabis, donc avec du THC, pour le coup, je crois, pour des fins médicales. Exactement, donc c'était une expérimentation qui a duré 4 ans. Il y a eu quelques patients qui ont été sélectionnés au Mans pour des usages très spécifiques, mais cette expérimentation s'est tenue à l'échelle nationale et elle a concerné environ 3000 patients pour des cas de douleurs chroniques, de douleurs neuropathiques dans le cadre notamment de la sclérose en plaques. Elle concernait également les effets secondaires des traitements en oncologie, donc contre les cancers, l'épilepsie sévère notamment. Comment est-ce que on différencie justement ces variétés de chanvre? Toi, tu cultives du chanvre qui ne sert pas à produire du THC pour ces expérimentations médicales. Il y a donc une inscription particulière pour pouvoir commander ces graines-là? Exactement. Donc comme tu le disais Sébastien, il y a une molécule du cannabis qui s'appelle le THC pour tétrahydrocannabinol et c'est cette molécule-là qui est psychotrope. Donc elle est interdite en France et pour pouvoir en cultiver, on doit s'approvisionner chez des semenciers qui nous garantissent un taux de THC inférieur à 0,3%. Donc à titre de comparaison, le cannabis entre guillemets récréatif, celui qui est illégal en France puisque il est psychotrope, on trouve du THC à hauteur de 25 à 30%, donc dans des ordres de grandeur de 100 fois plus que le chanvre. Donc tout le chanvre qu'on peut voir en France dans les champs ne contient quasiment pas de THC. Exactement, c'est ça. Le semencier doit être en capacité de garantir cette teneur résiduelle de 0,3%. Alors comment est-ce que est venue dans ton activité sur cette ferme-là l'idée de faire du chanvre? Eh bien, il y a déjà la dimension historique et puis patrimoniale liée à l'histoire familiale. Comme je te disais tout à l'heure, mon arrière-grand-père cultivait du chanvre, mon grand-père en a cultivé aussi, jusque dans les années 1940. On a encore chez nous, juste à l'entrée de notre ferme, un four à chanvre qui était un outil, un petit bâtiment en torchis indispensable à la transformation du chanvre et à l'extraction de la fibre. Donc c'est une plante qui, même si je l'ai jamais vraiment connue avant 2022 sur la ferme, fait quand même partie de l'histoire locale. Donc c'était un élément important. Et le deuxième élément important, c'est que à partir des années 2020, on a observé en France, eh bien, l'arrivée de ce nouveau produit, en fait, à travers un acronyme que maintenant tout le monde connaît, qui est CBD pour cannabidiol. C'est le pendant du THC, une molécule qu'on trouve donc en forte concentration dans la fleur de chanvre, mais qui, à l'inverse du THC, est non psychotrope. Et donc, on a vu à partir de 2020 émerger un petit peu partout en France des boutiques de vente de CBD. Et en se penchant un petit peu sur cette question-là, entouré par 2 personnes de ma famille qui sont médecins généralistes, on s'est rendu compte qu'en fait le CBD pouvait constituer un outil intéressant dans certains cas de figure pour apporter du soulagement à des personnes qui n'en trouvent pas ou n'en trouvent plus avec des médicaments classiques en fait. Donc même si le CBD en vente libre en France n'est pas un médicament, il n'empêche qu'il est quand même intéressant pour apporter un certain bien-être dans plusieurs cas de figure, mais dans trois usages assez spécifiques qu'on retrouve dans 80-90% des usages chez nos clients. C'est les problèmes de sommeil, les douleurs et le stress ou l'anxiété.
Donc le CBD, eh bien, on s'est rendu compte en cherchant que c'était un outil qui peut être intéressant. Alors on en a parlé un petit peu en famille et puis on s'est dit pourquoi pas renouer un petit peu avec l'histoire familiale et proposer quelque chose de nouveau en s'appuyant sur l'expertise et les connaissances scientifiques de deux professionnels de santé. Et ensemble, on s'est dit, bien, pourquoi pas réintroduire du chanvre et explorer cette nouvelle filière. Alors pour être tout à fait clair, dans le chanvre, il y a du chanvre avec du THC, qui est la molécule euphorisante et qu'on retrouve quand on fume un joint. Et puis dans le chanvre, il y a du CBD, et là c'est pas du tout euphorisant, ça se fume pas comme ça n'a rien à voir entre les deux. Et le chanvre que tu cultives, c'est un chanvre qui ne contient pas de THC ou 0,3 maximum % de THC. Par contre, il y a du CBD dedans. C'est parfaitement résumé. Donc, avec l'essor de cette nouvelle filière chanvre CBD, eh bien, certains semenciers européens, pas encore en France, mais chez des voisins européens, des semenciers ont déjà commencé à travailler sur des variétés spécifiques qui vont permettre en fait de porter des quantités de fleurs qui sont importantes et d'obtenir des concentrations en CBD qui seront aussi importantes. Donc ça passe par un travail de sélection et d'hybridation pour développer ces semences pour ce marché spécifique. Auparavant, moi quand j'ai commencé la culture de chanvre en 2022, j'ai utilisé des variétés techniques plutôt à finalité agricole qui ont plutôt été issues d'une sélection avec pour vocation de plutôt produire de la tige en fait pour avoir un rendement en fibres important. Donc ces plantes-là étaient très hautes. On en a mesuré à plus de 5,50 m. 5,50 m de hauteur. Oui. Mais c'est énorme, c'est un arbre. Oui, c'est un arbre, c'est comme un bambou. Ouais. Avec une fleur de 20-30 cm tout en haut. Donc bon, c'est pas évident à cultiver. Maintenant, on a accès à des variétés qui vont être beaucoup plus basses et au lieu de produire une seule fleur au bout d'une seule tige, eh bien on va avoir plutôt des plantes qui vont être buissonnantes, qui vont rester basses, qui vont faire 1 mètre à 1,50 m avec beaucoup de branches, beaucoup de ramifications qui vont porter forcément beaucoup plus de fleurs. Alors les fumeurs de joint, ils fument la feuille, mais le CBD, on le retrouve dans quoi? Dans la tige, dans la feuille, dans la fleur, dans la graine, c'est où? Le joint fume la fleur. Sur un pied de chanvre, on a un tronc avec des ramifications, donc des branches, et aux extrémités de ces branches-là, qui font elles-mêmes plusieurs ramifications, on a des fleurs, donc des inflorescences. Ça va ressembler à ça. Bon, là, ce sont des toutes petites fleurs, mais de près, on va peut-être se rendre compte un petit peu. C'est une toute petite fleur de chanvre. Ouais, il y en a qui sont beaucoup bien, plus grosses. On aperçoit autour de cette fleur des feuilles, mais vraiment sur la partie centrale, le plus proche de la tige, on a cette fleur. Et puis tout autour, qui dépasse de la fleur, on a les feuilles. Les feuilles ont pas vraiment d'intérêt puisque elles ne synthétisent pas de trichomes. Donc les trichomes, c'est les petites billes de résine en fait qui sont sur les fleurs, et ce sont ces trichomes-là, c'est ce qui rend en fait la fleur très collante. Ces trichomes-là renferment tous les cannabinoïdes et ils sont exclusivement situés sur la fleur. D'accord, donc c'est la fleur que tu cultives en fait par la plante, mais c'est cette fleur-là que tu vas récolter et ensuite que tu vas transformer. C'est exactement ça. Oui. Donc, quand arrive le temps de la récolte, on coupe le pied en entier ou au moins les grandes ramifications, les branches, et on les fait sécher pendant une dizaine de jours dans une pièce bien fermée, dans une atmosphère contrôlée, pour éviter les taux d'humidité importants et puis avoir une bonne circulation d'air pour permettre un séchage homogène et éviter les moisissures. Une fois que le séchage est fait, on va pouvoir émonder les branches, c'est-à-dire décrocher les fleurs, et ensuite ces fleurs-là
on peut les stocker et on peut les transformer pour les décliner en toutes sortes de produits. Le cycle de culture de cette plante, les semis se font quand alors? Alors le chanvre, c'est une plante annuelle qu'il faut ressemer chaque année. On fait germer les graines au printemps, à partir du mois de mars, parfois un peu plus tôt quand on commence la culture sous serre. Mais en tout cas au printemps, c'est la germination, la replantation qui intervient au mois de avril-mai. Ensuite, il y a une phase de croissance qui va se poursuivre jusqu'à mi-août, et à partir de mi-août, eh bien la floraison commence. C'est le cycle de lumière qui donne les informations à la plante et qui la font passer d'une phase à une autre. Donc la floraison, elle va s'étaler de mi-août jusqu'à fin septembre, début octobre, période à laquelle les fleurs sont à pleine maturité et peuvent être récoltées en ayant bien des taux de cannabinoïdes les plus optimums. Donc tu fais cette récolte à ce moment-là, il y a le séchage, et après, quels sont les produits que tu as pu développer à Thermédis avec ces fleurs-là? Alors nous, on a une gamme de produits qui commence à s'étoffer, mais qui est assez restreinte parce que on fait quasiment tout nous-mêmes. Donc les trois voies d'administration principales, c'est la voie sublinguale. Donc là, en fait, ça va se décliner plutôt sous la forme d'huile à mettre sous la langue. Donc là, en fait, c'est de l'extrait de fleurs de chanvre dilué dans de l'huile. On peut utiliser toutes sortes d'huiles, mais principalement, nous, ce qu'on a utilisé, c'est de l'huile de graines de chanvre et de l'huile de tournesol. Donc, ces produits-là s'utilisent en mettant des gouttes sous la langue au moyen avec une pipette. C'est ça, une pipette qu'on goûte. Donc ça, c'est la voie sublinguale. Une autre voie d'administration possible, c'est la voie interne. Donc là, c'est la voie avalée en fait. Donc là, on va plutôt retrouver des mélanges de plantes à infuser qui contiennent du chanvre. Là, par exemple, on a une tisane apaisante avec de la fleur de chanvre, de la fleur de reine des prés, de la feuille de cassis, de la feuille de frêne et des fleurs de bleuet. Donc là, on infuse le mélange dans l'eau en ajoutant si possible un petit corps gras, puisque les cannabinoïdes, notamment le CBD, sont liposolubles, c'est-à-dire qu'ils se dissolvent dans la graisse et pas dans l'eau. Donc un petit corps gras pendant l'infusion, ça permet de capter un champ d'actifs plus large. Donc c'est quoi ce petit corps gras qu'on va mettre? On peut mettre une huile végétale ou un peu de lait entier ou demi-écrémé, quelque chose qui va contenir de la matière grasse. C'est suffisant, un petit peu de lait? Ça va être suffisant. D'accord. Ouais. Donc ensuite on avale la tisane. Et puis donc ça va les actifs vont rentrer dans la circulation générale après passage de la barrière hépatique, c'est-à-dire le traitement par le foie. Donc ça, c'est la voie interne. Finalement, on a la voie externe, plutôt donc là avec des produits cosmétiques. Ici, on a un baume pour les douleurs musculaires et articulaires. Et donc ça, c'est un produit à utiliser en local, directement sur les zones qui sont douloureuses. Oui, comme une crème ou comme un gel qu'on applique. Exactement. Et la combinaison de ces trois voies d'administration couvre l'ensemble des possibilités. Enfin, il y en a une dernière, la voie inhalée. Donc là qui consiste en fait à vaporiser les fleurs au moyen d'un petit outil en fait qui s'appelle un vaporisateur, qui évite d'avoir à fumer en fait un joint et puis d'avaler en même temps du tabac, des goudrons, etc. Mais cette voie inhalée, elle permet, en vaporisant les cannabinoïdes, d'avoir un pic de concentration assez rapide, puisque les alvéoles pulmonaires vont attraper les cannabinoïdes vaporisés
et les faire passer directement dans la circulation générale. Donc chaque voie d'administration a ses avantages et ses limites. Nous, on a choisi d'en explorer, eh bien trois, la voie sublinguale, la voie interne et la voie externe. Ce qui laisse quand même des possibilités assez intéressantes aux utilisateurs. Oui, c'est varié comme administration possible. Comment est-ce qu'on peut trouver ces produits-là? C'est distribué comment? Alors nous, on a plusieurs canaux de distribution. On a un site internet, terramedis.com, sur lesquels tous les produits sont référencés, sur lesquels il y a pas mal de littérature aussi disponible, donc des articles sur les différents usages, les différentes voies d'administration, les différents produits. Donc c'est assez varié, mais il y a des sources assez intéressantes. Tout est écrit par les médecins qui accompagnent Terramedis, avec des sources scientifiques fiables et des études vérifiées pour appuyer chacun de nos articles. Donc il y a le site internet. Et puis ensuite, on a tout un réseau de distributeurs. Ça peut être des boutiques de produits bio ou locaux, mais aussi des pharmacies, notamment dans le centre-ville du Mans. Et on a aussi des partenariats avec des professionnels de santé, y compris en santé alternative, notamment des naturopathes, qui vont aller piocher dans nos produits pour soutenir en fait leur propre discipline et offrir à leurs clients des outils supplémentaires pour atteindre leurs objectifs. Est-ce qu'il y a un effet relaxant, détendant, presque anxiolytique avec le CBD? Alors, la mécanique du CBD est assez complexe. La molécule de CBD va se fixer sur des récepteurs Dans le cerveau? Y compris dans le cerveau, mais partout dans le corps. Ça s'appelle des récepteurs cannabinoïdes, qui font partie d'un système qui s'appelle le système endocannabinoïde. On a appris et puis on a découvert, c'est assez récent, mais dans les années 90, un professeur israélien, le professeur Meshulam, a découvert l'existence d'un système de contrôle qui s'appelle le système endocannabinoïde. Il a découvert que ce système est composé de récepteurs, mais aussi d'endocannabinoïdes. En fait, le corps humain produit lui-même ses propres cannabinoïdes, donc des molécules qui sont à la fois proches du CBD et à la fois proches du THC. Il y a deux endocannabinoïdes différents. Un ressemble au CBD, l'autre ressemble au THC. Et donc, en fait, ce système endocannabinoïde a un rôle de contrôle sur ce qui se passe dans le corps. Il intervient dans ce qui s'appelle l'homéostasie. L'homéostasie, en fait, c'est l'équilibre de toutes les fonctions vitales du corps, et c'est ce qui fait que quand on va bien, on se sent normal, on se sent bien. C'est qu'on est dans cet équilibre-là qui s'appelle l'homéostasie. Et en fait, quand il y a un déséquilibre dans le corps qui fait qu'on peut se sentir anxieux sans que ce soit forcément lié à une situation particulière, ou qu'on a du mal à dormir sans que ce soit lié là aussi à une situation particulière, bien ces petits déséquilibres-là, le système endocannabinoïde va permettre de les détecter, et ensuite il va synthétiser des endocannabinoïdes qui vont avoir pour rôle d'aller stimuler en fait le corps dans la synthétisation de neurotransmetteurs. Donc il y a la sérotonine, la dopamine, le GABA, etc. Tous ces neurotransmetteurs là vont aller rétablir cet équilibre et donc rétablir l'homéostasie. Il peut arriver que les neurotransmetteurs soient un peu défaillants, qu'ils soient mal synthétisés. Il peut aussi arriver que le système endocannabinoïde lui-même soit un peu défaillant. Et c'est là que ça peut être intéressant d'intégrer un phytocannabinoïde, donc à la différence de l'endocannabinoïde qui est synthétisé par le corps, le phytocannabinoïde, lui, est synthétisé par la plante. Et uniquement par la plante de chanvre ou de cannabis.
Et donc, intégrer un phytocannabinoïde permet parfois, dans certains cas, de prendre le relais et d'aller justement activer ces réponses pour aller rééquilibrer le corps là où il y a un déséquilibre. C'est pour ça qu'en fait, on a un peu l'impression, en regardant, enfin, en se documentant sur Internet, que bah ouais, avec le CBD, on peut tout faire. Donc certains trouvent ça étrange, mais ça a un fondement scientifique, puisque justement ça intervient dans l'homéostasie. Voilà. Donc le CBD c'est un peu un couteau suisse, et c'était justement la philosophie de l'expérimentation qui a été faite dans les hôpitaux français sur les 3000 patients. Une fois que toutes les thérapeutiques traditionnelles ont été utilisées et ont échoué, eh bien on intègre le cannabis en tant que médicament, et les résultats sont assez intéressants puisque de mémoire, il me semble que 60% des patients ont trouvé du positif, ont trouvé une amélioration de leur état de santé, alors que jusqu'à présent ils avaient été intégrés dans l'expérimentation justement parce qu'il y avait rien qui fonctionnait. Donc bah voilà, en dernier recours, le cannabis peut être intéressant en tant que médicament, mais nous avec le CBD, donc on n'a pas vocation à guérir, mais à aller soulager des symptômes légers à modérés. Tu nous as présenté les huiles donc en sublingual, c'est-à-dire sous la langue. Est-ce que ces huiles, parce que je vois qu'il y a plusieurs flacons, est-ce que c'est dosé à la même quantité de CBD dans chaque? Alors, on a 3 huiles différentes avec des concentrations différentes et des cannabinoïdes différents. Pour la partie CBD, on a une huile à 5%, une huile à 10%, mais enfin, au-delà de la simple concentration en CBD, c'est pas vraiment la même composition et c'est pas non plus vraiment le même procédé de fabrication. Et donc au final, c'est pas non plus les mêmes effets, les mêmes usages. Par exemple, pour l'huile qui contient 5% de CBD, en fait là, ce sont des fleurs qu'on a envoyées dans un laboratoire en Allemagne pour faire une extraction. Donc les fleurs brutes sont passées dans une machine qui permet d'extraire en utilisant du CO2 liquide, qui est un bon solvant quand il est dans des conditions de température et de pression bien précises. Et en fait, cette extraction au CO2 dit supercritique a permis vraiment d'extraire l'ensemble du champ d'actifs présent dans la fleur de chanvre. Il y a environ 500 molécules dans une fleur de chanvre. C'est énorme. C'est énorme. Répartis en 3 grandes familles, les cannabinoïdes, bien sûr, les terpènes, qu'on retrouve dans les huiles essentielles, et les flavonoïdes, qui vont donner plutôt le goût et l'odeur aux plantes. Tous ces actifs-là ont chacun leur propre vertu, et l'avantage de l'huile à 5%, c'est que l'extrait, donc qui contient l'ensemble du spectre, a directement été dilué dans de l'huile de graines de chanvre. Donc là, on a une composition hyper riche, et dans cette huile-là, qui correspond à la récolte à une récolte de fleurs assez spécifique, on s'est rendu compte qu'il y avait dans ces fleurs-là beaucoup de bêta-caryophyllène, qui est un terpène qu'on retrouve aussi dans le clou de girofle et le poivre noir, qui est un puissant anti-inflammatoire. Donc l'effet combiné du CBD et du bêta-caryophyllène va permettre d'avoir une action anti-inflammatoire assez importante. Donc avec l'huile à 5% de CBD, on va combattre plutôt les douleurs inflammatoires. Pour l'huile à 10%, c'est un peu différent. Il y a eu une étape intermédiaire, on voit qu'elle est plus claire en fait. Dedans, il y a moins de terpènes. Pour pouvoir respecter en fait le seuil de 0,3% de THC qu'on n'a pas le droit de dépasser, y compris dans les produits transformés,
eh bien, on a été obligé d'ajouter une étape intermédiaire de purification de l'extrait pour éliminer ce THC. Et l'élimination de ce THC a aussi éliminé des terpènes. Donc là, on a un effet anti-inflammatoire qui sera moindre. Par contre, avec une un peu plus forte concentration en CBD, on a remarqué une très bonne efficacité sur tout ce qui est anxiété et sommeil. Donc ça, c'est la spécificité de l'huile à 10%. Et notre troisième huile, c'est une huile CBG. Donc c'est le précurseur du CBD. En fait, c'est le cannabinoïde qui est synthétisé le premier dans la fleur de chanvre au début de la floraison. Ensuite, le CBG se transforme en CBD et en tout plein d'autres cannabinoïdes. Et ce CBG, il semblerait être prometteur pour ses effets anxiolytiques et anti-inflammatoires aussi. Donc là, on a remarqué que l'huile CBG couplée à l'huile CBD 5% offrait une efficacité très importante sur des douleurs parfois très sévères. Donc il faut pas uniquement regarder le pourcentage, il faut aller au-delà et puis surtout ne pas hésiter à poser des questions aux vendeurs sur d'où vient son produit, comment c'est fabriqué, qu'est-ce qu'il y a dedans, de façon à trouver le produit qui va vous permettre de répondre le mieux à vos objectifs. Donc ça veut dire qu'on pourrait coupler, parce qu'en fait on voit que ce sont des gouttes d'huile à mettre sous la langue, on pourrait coupler, et d'ailleurs ces gouttes d'huile on n'en prend pas 10 d'un coup j'imagine, ça doit être en petite quantité. Oui, en fait, il y a une méthode qui est toute simple. Alors, on oublie tout de suite les grilles où c'est indexé sur le poids. Vous faites 70 kilos, donc prenez 10 gouttes. Pas du tout. C'est la même méthode pour tout le monde, les grands, les petits, les minces, les moins minces. On commence avec 1 à 2 gouttes par prise, 1 à 3 fois par jour. Et on augmente petit à petit jusqu'à trouver son dosage idéal, en ajoutant 1 goutte supplémentaire par prise tous les 5 jours. Et en fait, en augmentant par palier comme ça, il faut tâtonner un petit peu, mais on finit par trouver la dose qui nous correspond. Si on dépasse cette dose, on a une baisse d'efficacité. Donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas commencer avec des quantités trop importantes. Ça sert à rien, c'est contre-productif. Merci beaucoup Julien pour cet entretien. Merci. Merci à toi. Nos entrepreneurs ont du talent.